Le gouvernement provincial du Lualaba a été publié. Les ministres sont en ce moment en train de travailler. Ça a été un gouvernement réaménagé. Avec des autorisations, nous avons eu des versions et aujourd'hui, on a peut-être de controversions avec, bien évidemment, des experts de la région, des journalistes d'investigation qui évoluent dans les milieux. Vous les connaissez certainement bien. À ma gauche, Ben Akili, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Henri Le Vôtre Kalala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe, merci. D'entrée de jeu, je vais commencer avec vous puisque je vous ai salué en dernier. La dernière fois, vous sembliez ne pas croire en l'effectivité de ce gouvernement réaménagé. Mais les jours après, on voit que le travail a bel et bien commencé. C'est avec regret que j'assiste également à cette scène que j'ai toujours appelée la scène insoutenable. C'est contre toute attente du droit connu en République démocratique du Congo qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce soi-disant gouvernement réaménagé. Mais attention, c'est ce qui est dit dans ce document ou dans cet arrêté, que c'est un réaménagement, mais au regard de ce qui est fait sur place, c'est tout simplement un remaniement. Pourquoi je le dis? Un réaménagement, c'est peut-être que les gens ne le comprennent pas très bien. Un réaménagement, ça veut tout simplement dire que l'équipe qui est là continue à travailler. On les change seulement de poste. C'est comme dans une équipe de football. Tu jouais à l'aile gauche, on te dit va nous aider cette fois-là à l'aile droite. C'est comme ça. C'est ça un réaménagement. C'est-à-dire l'équipe est là, on peut changer les postes pour question d'efficacité. Mais quand il s'agit, quand vous remarquez dans ce qui est fait au Lualaba, pourquoi je dis que c'est un remaniement, c'est quand vous prenez certaines personnes, de nouvelles personnes venues, vous les intégrez dans une équipe, donc dans le gouvernement, et les autres sautent. Ça, c'est un réaménagement. Et donc là, c'est un remaniement. Mais est-ce que c'est ça la nuance? On a donné récemment l'exemple du gouvernement Matata Pogno 1 et 2. On est passé à un réaménagement, mais il y a des gens qui se sont ajoutés, des gens qui n'étaient pas là avant. Christopher, ce que je vous dis, c'est ce que les tests démontrent. Je ne peux pas me servir d'autres exemples pour vous les dire. Mais regardez dans ces documents qui est fait au Lualaba. La question, elle est importante aujourd'hui. Ce qui est arrivé au Lualaba aujourd'hui met tout un État à rude d'épreuve. Donc, l'état de droit en République démocratique du Congo, à partir du Lualaba aujourd'hui, est mis à rude d'épreuve. Pourquoi je l'ai dit? Regardez ce qui arrive aujourd'hui dans cette province-là du Lualaba. Vous avez un vice-gouverneur qui est en train de changer les équipes, qui prend des décisions importantes. Donc, on nous donne ici ce qu'on appelle en droit une jurisprudence. Vous voyez, ça veut dire qu'un jour, dans les jours à venir, quelqu'un d'autre peut aussi agir. Un autre vice-gouverneur peut le faire. Parce qu'au Lualaba, déjà, il y a un modèle, il y a un exemple contre toute attente. Ça veut dire un jour où le président va appeler les gouverneurs ici à Kinshasa pour une conférence de gouverneurs, dans certaines provinces, les vice-gouverneurs peuvent prendre la même décision. Parce que là, aujourd'hui, Richard Miege-Manguez, qui est le gouverneur de la province du Lualaba ici à Kinshasa, est-ce qu'il est toujours dans sa province? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Christopher, je vais vous lire, parce que je sais qu'on va vous... On a l'habitude de venir dire quelque chose ici, que le gouverneur est mis, c'est pas en accusation, quelque chose comme ça. On a retiré la confiance. Le jour où il posera ses pieds à Colosi, il y a une motion qui l'attend. De toutes les façons, retrait de confiance et mise en accusation sont deux choses différentes. Je crois que dans l'arrêté, on parle de mise en accusation du gouverneur. L'arrêté de confiance, si vous voulez bien, je vais encore vous l'expliquer. Mais je voudrais rentrer vite à la Cour constitutionnelle. Parce que c'est là que la matière s'est traitée. J'ai souligné ici quelque chose de très important que peut-être, je ne sais pas, par mauvaise foi, par mauvaise volonté, que les gens du Lualaba ne l'évoquent pas. Quand vous avez dans l'exposé des motifs, dans l'arrêt du cours constitutionnel, il y a le paragraphe qui dit, là, je vais quand même lire, permettez pour que les gens comprennent. Rapidement, avant qu'on prenne aussi Ben. On l'a. La Cour constate en espèce que bien que l'acte posé, il s'agit bien de l'acte de retrait de confiance et tout, que l'acte posé et repris sont intitulés des résolutions portant mise en accusation du gouverneur de la province du Lualaba, l'analyse même linéaire de son accusation, ou l'accusation du gouverneur de province du Lualaba bien sûr, ne contient aucune décision
en accusation contre les requérants. Sa portée juridique réelle étant un acte politique de retrait de confiance de l'Assemblée provinciale vis-à-vis du requérant, le gouverneur. Vous voyez? Donc, pourquoi la Cour se déclare, au deuxième paragraphe dans cet exposé des motifs, il dit elle sévit, excusez-moi, elle sévit que l'énoncé de la résolution attaquée de l'Assemblée provinciale susmentionnée, au-delà de son intitulé, ne met pas le requérant en accusation, mais lui retire tout simplement la confiance. Donc, il n'y a pas ici, dans l'arrêté, on parle de mise en accusation. La Cour dit qu'il n'y a pas mise en accusation, il s'agit d'un retrait de confiance. Donc, quand vous regardez, c'est pourquoi autrefois on a dit ici que c'est un régime qui s'installe aujourd'hui là-bas sur base de mensonges et des ruses. Lisez bien les textes. On parle de mise en accusation, alors que la Cour qui a balayé cette histoire parle de retrait de confiance. Retrait de confiance, c'est quoi en fait? C'est comme moi et vous, on est en couple. Bon, on ne peut pas l'être parce qu'on n'est pas homosexuel. C'est-à-dire, avec mon épouse, on ne s'entend pas. Ça ne veut pas dire que c'est un divorce. On peut ne pas être d'accord avec vous, avec mon épouse sur un fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas ensemble sur le même toit. C'est ça que la Cour dit ici. Donc, quand vous regardez ce qu'il dit là-haut, là-bas, la Cour a déjà balayé cette mise en accusation du gouverneur et s'est déclaré incompétent parce que c'est une histoire purement politique. D'accord, on revient sur et le gouverneur, Charles Desmos, est reconnu comme tel. Il est gouverneur. Aucune autre décision n'a jamais été reprise contraire à ça. Ben, mon confrère Ben, est-ce que la gouverneur intérimaire, on va le dire, depuis autant de temps, n'a pas eu raison de réaménager ce gouvernement, vu qu'on sait comment il travaillait jusque-là, c'est-à-dire des suspensions à côté, des manques de confiance vis-à-vis de l'autre côté. Est-ce qu'elle n'a pas eu raison, Fifi Masuka, de se doter d'une équipe dont elle a l'entièreté de contrôle? Christopher, sans pour autant nous voiler la face, d'emblée, je vous dirais que cette dame, Madame Masuka, Fifi Masuka, bien sûr, que l'on appelle aujourd'hui Marie-Thérèse, elle a eu justement tort. Elle a eu raison, c'est quand elle veut installer, parce qu'elle a dû installer sur place un gouvernement ou un régime de terreur, d'intimidation. Il faut faire la chasse aux hommes, et qu'elle pensait que ces gens sont en train de la déranger pour mieux expédier les affaires courantes. Mais il faut que l'on rappelle une chose ici. L'on ne devient pas un gouverneur, l'on ne devient pas gouverneur pour avoir assumé les affaires courantes. On devient gouverneur par le simple fait que vous avez été élu par les députés provinciaux. Vous êtes vice-gouverneur parce que vous avez été élu. Madame Masuka, jusque-là, elle est vice-gouverneur. On ne peut pas revenir sur cet arrêté parce que vous allez comprendre que l'entête où l'on parle du vice-gouverneur, à la fin, il n'y a que des sceaux et il a signé en qualité de qui, on n'arrive pas à comprendre. Ici, je me dis, nous constatons simplement qu'il y a une passivité au niveau de Kinshasa. Parce que au regard de tout ce qui a été fait comme dénonciation, au regard de tout ce qui a été fait comme révélation, mais toutes ces choses n'ont pas servi à Kinshasa de pouvoir s'en servir de la situation. Alors peut-être que les dénonciations qui sont arrivées au niveau de Kinshasa, comparées aux félicitations qui proviennent aussi de là-bas, parce qu'il y a deux camps. Vous-même, vous l'avez déjà dit, on a pesé le pour et le contre, on a dit que le côté Fifi Masuka valait la peine de travailler, peut-être. Parce qu'on ne dirait pas que Kinshasa n'a jamais entendu toutes ces dénonciations. Oui, mais c'est pourquoi l'on dit toujours que cette situation profite à Kinshasa. Et maintenant, qui souffre? C'est le peuple Lolabé qui est en train de souffrir. Aujourd'hui, Christopher, la province du Lolaba est saignée. Est-ce que vous êtes sûr que la province souffre? Parce que dernièrement, quand on a nommé, quand on a publié ce gouvernement réaménagé, on a vu cette même population couvrir les creuseurs. Mais je vais maintenant vous démontrer ce qui s'est passé. On nous a fait croire qu'il y a de la population, des creuseurs qui sont venus de part et d'autre pour venir féliciter Madame le vice-gouverneur. Mais ces creuseurs qui travaillent du côté Kawama, parce que le nouveau ministre des Mines,
c'est bien lui qui s'occupait de cette carrière au niveau de Kawama. On a dû transporter ces gens dans des camions qui servent à transporter les minerais. Et on transporte des gens avec cette vie humaine. Parce que lorsqu'un camion transporte des minerais, ces minerais ont des conséquences néfastes à la vie humaine. Il fallait voir de quelle manière on a pu transporter ces gens. Et on a dû fermer la carrière pour dire au trésor, c'est lui qui ne viendra pas, ne pourra plus accéder à cette carrière. C'est ce qui s'est fait. Si vous allez voir tout autour, là, il y a des camions, les camions sont venus. Est-ce que ces trésors ont-ils des camions dans des carrières? Mais ce sont des camions qui appartenaient bien sûr à un expatrié chinois qui collabore avec ces nouveaux ministres des mines, entre guillemets, au niveau de Kawama. Et tout de suite, on nous fait croire que la population était contente. C'était une mobilisation spontanée. Les gens sont descendus dans la rue pour aussi féliciter Madame le vice-gouverneur par rapport à ce qu'elle a fait sur le terrain. Mais c'est justement, comme on l'a toujours dit, l'on ne communique pas sur base de mensonges. On ne communique pas sur base de mensonges parce que les choses étaient tellement claires que ce que Madame fait sur terrain, en tout cas cela démontre simplement que elle agit sous tutelle, comme on l'a toujours dit, de certains individus. Est-ce qu'elle peut inventer à chaque fois? Parce qu'on le voit, c'est pas un ou deux reportages. Là, on en a enchaîné quand même des dizaines. À chaque fois que Fifi Masuka est dans les rues, il y a la population qui court vers elle. Vous savez, elle va dans les provinces, dans les régions, elle inspecte les travaux, elle est applaudie partout. C'est qu'eux appellent la force, mais moi j'appelle ça une faiblesse. Parce que le mensonge peut venir vraiment à grande échelle. Mais quand nous apportons une vérité, c'est vrai qu'il faut du temps pour que la population arrive à comprendre. Mais je sais qu'au niveau de Lualaba, les gens comprennent déjà. Les gens ont déjà compris la politique qui a été installée par Madame Masuka. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites qu'elle n'arrive pas à inventer, les gens sont passés, nous avons suivi des gens. L'on vous parle qu'au niveau de... Avec son entreprise Sinomine, on a pu réhabiliter 60 km. Mais non! Avec le gouvernement, depuis que Masuka est là, les tronçons compris entre Lualaba et Mwangeji, je crois que ça doit être 24 km. Ce n'est pas 60. Mais de Lualaba vers Likasi, là c'est une autre entreprise. Krekset avec Sopeko. Mais voilà le mensonge de nos amis. Ils viennent ici pour dire que sous l'impulsion de Mme Masuka, Sinomine a pu réhabiliter 60 km avec la fameuse autoroute au niveau de Koulouzi. Mais allez-y voir les travaux. De quelle manière ces travaux se font-ils sur le terrain? Je vais revenir sur cet arrêté, Christopher. Ici, je vais quand même rappeler, peut-être que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur n'est pas au courant par rapport à cette situation. Il n'y a aucune... Par rapport à quelle situation? Les fameux gouvernements que l'on voit au Lualaba. Mais dans l'arrêté... Dans l'arrêté, bien sûr. Alors, nous, on ne connaît pas le contenu. Le contenu de la lettre adressée à Mme Masuka par le vice-premier ministre. On ne connaît pas le contenu. On a vu seulement, dans l'arrêté, on fait mention à cette lettre. On parle d'une autorisation. Qu'elle a obtenu l'autorisation, même si ce n'était pas nécessaire. De réaménager. On ne connaît pas ce qui s'était dit dans cette lettre. Mais je rappelle ici que il n'y a aucune disposition, alors aucune dans la Constitution, qui donne au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur des prérogatives de pouvoir autoriser à un vice-gouverneur de changer, de remanier un gouverneur. Parce que ce sont des fausses jurisprudences que l'on connaît maintenant dans ce pays. Comme l'a dit mon confrère Henri, dont l'on peut se réveiller encore lundi 4 matin. On entend peut-être dans le Haut-Katanga les gouverneurs étant absents, et les vice-gouverneurs se permettent de pouvoir remanier le gouvernement. Parce que le Lualaba, son gouverneur, qui est ici, à Kinshasa, a retenu, je ne sais. Ah, pour quelle raison? Mais je ne sais pas. Mais comment pouvons-nous parler, prétendre parler, bien sûr, d'un développement intégré d'une contrée de la République pendant que nous assistons à des actes qui fâchent, qui ne tiennent pas debout et qui ne rencontrent pas l'assentiment de la population? Mais c'est dommage que Kinshasa
reste toujours muet face à ce genre de situations. Prenons Henri, parce que Ben a évoqué un point très important, c'est quand même les raisons qui font en sorte que Richard Mouyej reste bloqué à Kinshasa. D'aucuns semblent l'ignorer, mais l'on parle de détournement, on parle des prêts au nom de la province qui n'ont pas été remboursés. Fifi Masuka, d'ailleurs, à son arrivée, a dû payer d'énormes dettes pour travailler aujourd'hui. Christopher, je vous arrête. C'est maintenant que la province a plus de dettes qu'avant que Richard était là. Nous vous avons présenté plusieurs documents ici, montrant comment la province était essayée. Est-ce que c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, moi je ne comprends pas, c'est peut-être que Gilles Lingeti et son équipe est en train de faire un travail de fond là-bas, ou carrément c'est un silence qui demeure. Nous avons démontré comment les millions et des millions sont détournés au là-bas. Ici, nous vous avons présenté les documents. Allez-y aujourd'hui au là-bas, les gens pensaient qu'on criait ici. Les poteaux de 5 000 sont en train d'être remplacés aujourd'hui dans certaines avenues. Alors quand on a commencé à crier ici, les gens, on semblait ne pas nous comprendre. Mais on est en train, allez-y, je peux vous montrer des images aujourd'hui, on est en train de remplacer ces poteaux-là. C'est un détournement. Quand vous utilisez mal l'argent de la province, c'est ça qu'on appelle détournement. Mais le plus important, je ne voudrais pas revenir à ça, nous avons les documents, nous avons mis à la portée des responsables de cette nation. Mais il faut que toute l'infrastructure laissée par Richard Mouyej est le fruit des nombreuses dettes contractées qui n'ont pas été payées par lui. C'est un faux prétexte, Christophe. C'est un faux prétexte. Je l'avais dit autrefois ici, parce que vous me ramenez à ce sujet. Je l'avais dit autrefois ici. S'il y a quelqu'un qui avait une vision du développement de la province du Lualaba, ça s'appelle Richard Mouyej. Aujourd'hui, le Lualaba n'attire pas. Est-ce que le Lualaba attire aujourd'hui? Aujourd'hui, le Lualaba n'attire pas. Aujourd'hui, c'est le Lualaba qu'on connaît, c'est un Lualaba de mémorandum, des mots, des mécontentements et tout. À la sortie de ce soi-disant gouvernement, je ne vais pas l'appeler le gouvernement, parce que même quand vous allez écouter la lecture ou quand vous lisez l'exposé des motifs de cet arrêté jusqu'à la fin, aucune disposition ne prévoit l'installation de ce gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui existe comme ça. Vous pouvez lire, je crois que le secrétaire exécutif avait dit, du début jusqu'à la fin, il n'y a aucune brèche où ce gouvernement sorti au Lualaba doit être installé. Ils sont en train de travailler. Mais comment? Qu'est-ce qui est le plus important à votre avis? Le plus important, c'est de faire les choses correctement, selon que les lois de cette nation. Les lois de cette nation voudraient bien que les choses se passent selon les textes. Je peux prendre, j'ouvre une parenthèse, admettons que Richard Mouyej est mis en accusation. C'est que son gouvernement est déclaré et réputé démissionnaire. Et que dit l'article 160 de la CENI avec l'organisation des élections en République démocratique du Congo? Il est dit noir sur blanc que quand un gouvernement est réputé démissionnaire, le membre qui reste expédie les affaires courantes. Le VP Marcelo l'a dit ici, dans une des interviews qui est passée, généralement, je crois que c'est passé ici également chez vous, où il démontre les responsabilités d'un vice-gouverneur. C'est aujourd'hui que je me dis, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Est-ce que c'est parce que la République démocratique du Congo a beaucoup d'événements, l'arrivée du roi, la guerre à l'Est, et que peut-être M. Marcelo n'a pas encore eu le temps de se mettre pour analyser la question. Il l'a dit lui-même, qu'un vice-gouverneur ne peut pas prendre des décisions comme celle-là, même de faire de grandes dépenses. Il doit se référer à son intérêt. Il donne son exemple à lui-même, en tant que vice-gouverneur, et en tant que ministre de l'Intérieur, de VPM, chargé de sécurité et tout ça. Il le dit, comme moi, si je suis en déplacement, il faut qu'on me contacte pour prendre certaines décisions. Il l'a dit lui-même sur des antennes. C'est là que je dis, je ne comprends plus rien aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais je donne encore à Celo Daniel le crédit des doutes pour ma part. Je sais qu'il va revenir là-dessus, peut-être avec la dernière réunion. Parce que lui-même l'a dit, il comprend, c'est un juriste, c'est un ministre de l'Intérieur quand même. Il a dit que les choses, quand vous expédiez les affaires courantes, vous n'avez pas à prendre des décisions telles que nommé et révoqué. Il l'a dit dans son interview. Il a donné son propre exemple à lui. Où nous en sommes aujourd'hui? Je crois que les ministres, c'est un juriste de formation, je fais encore confiance à lui. Peut-être qu'il va revenir. Parlons de ce gouvernement. Parlons de ce gouvernement et des profils qui ont été choisis pour conduire la vision de Fifi Masuka, c'est-à-dire celle du chef de l'État en province, en tant que représentant du président de la République en province. Les profils choisis, c'est-à-dire personne par personne, est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher au-delà de la forme que vous avez évoquée? Bon, Fifi Masuka a une vision, je ne pense pas. La vision du président, d'accord. Mais
quand vous regardez ce gouvernement, c'est un gouvernement poids-mouche. C'est un gouvernement qui ne répond pas aux critères importants de constitution d'un gouvernement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous donne un exemple. Fifi Masuka Saini, elle est présidente ou fédérale ou autorité morale d'un parti politique appelé FIDEC. Elle a 2 députés au niveau de la province là-bas. ABD, qui est un parti politique, je vous parle du poids politique de chaque parti politique. Parce que quand votre gouvernement, quand vous aurez l'occasion, Christopher, de le faire prochainement, c'est le premier critère. Le poids politique de chaque parti politique dans nos provinces. On regarde là. Fifi Masuka, comme député, et Roy Kaumba comme député, tous membres de FIDEC, ils sont à 2 dans ce gouvernement-là. Mais regarde ce que Fifi Masuka fait. Je vous montre un exemple entre ABD et FIDEC. Tous ces 2 partis ont des députés dans la province du là-bas. Ça veut dire... ABD, on a combien? 2 aussi. ABD a aussi des partis. Je pense parce qu'ils ont les mêmes poids politiques. C'est un exemple que je vais évoquer. Fifi Masuka, quand elle fait son gouvernement, elle ne reprend que les membres de FIDEC, pas les membres de ABD. Donc, ce critère-là est mis de côté. Aucun membre de ABD ne se retrouve dans ce gouvernement, Fifi Masuka. Donc, c'est un gouvernement d'exclusion. Comment lui, Fifi Masuka, a M. Kazembe, qui est membre de FIDEC, est ministre là-bas. Il a également M. Machata, qui est FIDEC, et ministre là-bas. Mais comment ABD, qui a les mêmes poids politiques que FIDEC dans cette province, n'a pas de membres dans le gouvernement? C'est pourquoi je dis c'est un gouvernement qui a un poids mouche, ça ne pèse pas. Et c'est un gouvernement également d'exclusion. Attends, je termine, Christopher, avant de passer la parole à Ben. Dans ce gouvernement de Fifi Masuka, il y a les gens qui ont été tout simplement recommandés. Je ne dis pas que Fifi Masuka n'a pas de droit, bien que c'est en dehors de la loi. Quand vous constituez votre gouvernement, vous avez le droit de prendre n'importe quel collaborateur. Ce sont vos collaborateurs à vous. Mais vous avez confiance, naturellement. Mais les gens venus d'ailleurs, les gens recommandés, les gens que Fifi Masuka ne maîtrise pas. Je peux vous les donner, je vais vous donner un exemple. Quand vous avez M. Kawel, il est membre du gouvernement. Il était directeur du cabinet de monsieur le président de l'Assemblée provinciale du là-bas, lui, Kamouni Tumbo Mataïla, qui est PPRD. Monsieur Kawel est venu. Il est dans ce gouvernement-là. Vous avez par exemple monsieur Pichundaï, qui est un recommandé de quelqu'un qui est très proche du gouvernement aujourd'hui ici à Kinshasa. Ça ne sert à rien de revenir sur les noms. Je ne pense pas que Fifi Masuka les connaît, ces gens-là, parce qu'il ne vit même pas au là-bas. Vous avez monsieur Kaleng, qui est également recommandé à partir de Kinshasa par quelqu'un de très proche du gouvernement actuel, qui est ministre là-bas. Vous avez M. Chumwanga. M. Chumwanga qui venait d'être radié dans le parti politique ABD. Il se retrouve dans ce gouvernement. Donc, c'est un gouvernement tout simplement de complaisance, d'exclusion, et un gouvernement qui ne pèse pas. On va prendre Ben en parlant d'ABD parce qu'il a Henri a chuté avec ABD. J'ai eu des informations, certainement vous aussi vous l'avez suivi, selon lesquelles ABD n'a d'ailleurs aucun élu sur les listes de la CENI. L'ABD n'est pas parti en tant que parti politique. En tant que parti politique, l'ABD n'en a pas eu. C'est dans le cadre de la plateforme. Je crois qu'on est allé dans l'élection avec le système de seuil électoral, je crois le regroupement AAA, quelque chose, dans lequel se retrouve ABD, qui compte quand même des élus, mais ABD en soi, comme parti politique, n'a pas d'élu. Et maintenant, si l'on va aller sur cet angle-là, FIDEC est allé aussi aux élections sur la liste de ADRP. ADRP. Mais comment on veut mentir? C'est pourquoi nous disons, on ne communique pas sur base de mentir. Et lorsqu'on ne maîtrise pas certaines choses, nous devons simplement nous taire, et de venir sur des plateaux pour ainsi mentir à toute une population. Le problème qui est là, Madame Masuka veut simplement devenir la seule chef. Vous pouvez vous imaginer dans une province où vous êtes appelé à diriger les gens, mais vous vous disputez des terres avec des villageois. Vous disputez des terres avec des gens que vous prétendez diriger. Et vous leur promettez même que si vous ne faites pas attention, je vais amener la police et puis vous délocaliser de ce village. Il a fallu que la société civile descende sur le lieu pour dire à Madame Masuka que ce que vous faites
n'est pas bon. Vous êtes autorité, vous devrez quand même doit respecter les droits de la population autochtone. FIDEC, comme ABD, tous sont partis aux élections, pas au nom de FIDEC, mais sous tutelle de leur regroupement politique. Mais si on doit parler de poids politique, si on a pris des membres du regroupement politique dans lesquels ABD est parti, ça veut dire qu'on a respecté l'équilibre. Qui est-ce qu'on a pris dans ce gouvernement d'exclusion? Personne. J'ai dit personne, alors personne. C'est justement là où on voulait à tout prix écarter Tisaïnga, que l'on reproche être en tout cas tout proche de M. Mouyej. Et justement, l'on doit avoir le champ libre pour diriger et pour saigner la province, faire volatiliser l'argent de l'État dans des caisses. C'est justement la politique qui est mise en place au niveau du Lualaba. Aujourd'hui, vous l'avions dit, Christopher, que la province est saignée à un niveau où vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. Il y a des nantissements jusqu'à fin mars 2023. Vous pouvez vous imaginer? Madame Asuka, là où elle sait très bien qu'elle a signé des révocations, des dispositions irrévocables au niveau des banques. Où part la redevance minière payée par KCC? C'est déversé dans un compte d'une entreprise que l'on connaît très bien, qui a des liens en tout cas fraternels avec l'un des proches du président de la République. Et tout ça, nous l'avons dénoncé. Mais on se demande justement que c'est peut-être le Lualaba est mis dans une position où les gens qui sont à Kinshasa doivent se retrouver. Parce que tous les yeux sont braqués là-bas. Aujourd'hui, l'on utilise certains inspecteurs de l'IGF. L'IGF, que beaucoup de gens ont placé leur confiance. Mais certains inspecteurs qui y ont fait déjà, je crois, plus de 6 mois à Colusi, mais qui sont utilisés comme étant moyen de pression. Lorsque Mme Asuka vous appelle, vous êtes gestionnaire dans un service, elle vous donne des ordres quand vous lui présentez ce que prévoit la loi. Mais elle vous dit simplement, je dois vous envoyer les inspecteurs de l'IGF si vous ne voulez pas obtempérer. Je vais donner un exemple ici. Il y a un service qui s'occupe des routes de dessert agricole dans chaque province. Au Lualaba, il y en a. Et il y a un projet avec Foner. Foner doit débloquer, je crois, 60 millions de dollars américains pour arriver à réhabiliter des routes, en tout cas considérées comme étant des desserts agricoles. Mais qu'est-ce que Madame dit? Parce que c'est vérifiable. Madame dit aux chargés de ce programme, au niveau du Lualaba, que lorsque l'argent est décaissé par Foner, je dois d'abord m'en servir de ça. Au cas contraire, vous risquez de perdre votre poste. Voilà comment les choses se passent au Lualaba. C'est par intimidation. L'on procède d'abord par les intimidations, on vous fait peur et vous arrivez à céder. Il y a des gens qui nous ont appelés, un entrepreneur qui gagne un marché, 250 000 $, mais madame lui exige d'abord pour que le marché fasse 15%. Et retenu à la source. Mais est-ce que c'est pareil que l'on doit diriger la province? Mais non. Je me demande si l'on comprend ce que c'est diriger. Je me demande si l'on comprend ce que veut dire, en tout cas, avoir une population derrière. Ou bien l'on fait des choses en pêle-mêle pour s'attirer de la popularité. Bien sûr, c'est vrai. En politique, chaque acte qu'un acteur politique pose, c'est justement pour s'attirer de la popularité. Mais il faut le faire de la très bonne manière. Et ce gouvernement, mais à votre avis, pourra produire des résultats ou pas? Mais c'est une équipe déterminée. Il y a aussi des anciens. Il y en a qui étaient là depuis, qui sont restés. Henri l'a démontré. Le poids politique n'est pas respecté dans ce gouvernement. IDPS qui n'a aucun député. Aucun élu au niveau provincial. Est-ce que vous parlez de poids politique en général ou seulement des quelques personnes qui ont des problèmes, on va dire, personnels avec le gouverneur intérimaire, tel que le ministre sortant des mines et les autres? Non, mais quand vous constituez votre gouvernement, la loi dit que vous devrez tenir compte des poids politiques. Mais comment voulez-vous former un gouvernement sans pour autant tenir le poids politique d'un parti? Mais vous allez aller outre les missions auxquelles vous vous êtes assigné. Parce que c'est justement une politique qui a été mise en place. Je veux être le seul maître où, dans l'équipe, je suis le seul capitaine et puis je dois tout contrôler. Mais non, ces gouvernements, moi,
je me dis, au regard de tout ce qui s'est fait, parce que je ne pense même pas que ce gouvernement va produire un travail de titan sur le terrain, parce qu'il faut le rappeler un peu. Aujourd'hui, nous totalisons déjà 18 mois que Mme Massouka, qu'on chante entre guillemets qu'elle est gouverneur intérimaire, je ne sais sur quelle base, peut-être que les choses se seraient passées en catimini, dans les bureaux. On lui a remis une notification pour qu'elle puisse assumer l'intérim. Mais non. 18 mois après, quel est le travail qui nous est présenté sur le terrain? Parce que quand les amis ou les communicants de Madame passent pour dire des mensonges, moi je me dis, est-ce que nous avons encore de la crédibilité? Avons-nous des valeurs humaines que nous cherchons à faire respecter devant n'importe qui? Quand vous venez, vous devrez nous présenter que pendant 18 mois, Madame a eu à réhabiliter autant de kilomètres de routes. Mais qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce qui est fait sur le terrain? La route, la RN39, de Sando à Kapanga, à un endroit où on appelle Terre Noire. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune solution n'est trouvée. Pendant que nous a chanté ici que Madame, depuis qu'elle est là, elle a payé les dettes, elle a maximisé les recettes. Mais l'argent va où? On retrouve certains travailleurs dans des services régénérateurs d'ailleurs des recettes au niveau de la province qui sont impayés. Mais où va cet argent? Et ces membres du gouvernement qui ont été nommés, seront-ils payés avec l'argent? Parce que le fameux budget rectificatif a produit quoi sur le terrain? Rien du tout. Je dis rien du tout. Aujourd'hui, il y a un phénomène, Christopher, ça fait mal. Et là où nous tendons, la tension communautaire, elle est inévitable. Si jamais Kinshasa n'arrive à prendre des solutions adéquates pour mettre fin à cette histoire qui se passe au niveau de Lualaba. Ah oui. Je voulais arriver quelque part. Il y a des choses. Voilà ce que Mme Massouka fait. Avec son entrepreneur ou son entreprise Sinomine, qui est spécialisée en forage. Son entreprise. Mais j'ai dit, parce qu'elle a dû signer des contrats avec cette entreprise. C'est elle qui a amené cette entreprise, spécialisée en forage d'eau, en forage de puits d'eau. À qui on a remis, en tout cas, la construction, l'élargissement de la route entre Mwangeji et Lualaba, pont Lualaba, dont le travail laisse à désirer. On promet à cette entreprise de pouvoir lui remettre une carrière. Et on va quelque part au village Tchala, si je ne m'abuse pas. On va vers 3 heures, on délocalise, on chasse des créateurs, des forces. Mais ces créateurs-là qui sont évalués, je ne sais, à 10 000 ou combien, mais sont allés où? Ils ont fait irruption dans la mine privée de KCC. KCC qui est une grande entreprise qui contribue beaucoup à cette république. Mais elle est menacée. Et l'investisseur risque de fermer. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais dans la salle, au gouvernorat de province. Il y avait une commission instituée par les gouvernements nationaux. On a envoyé des généraux pour faire une prospection, afin de délocaliser ou dénicher tout élément en tenue militaire dans des carrières. Et on a laissé une décision, aucun militaire ne peut aller dans une carrière. Parce qu'il y a une police spécialisée, une police des mines. Mais aujourd'hui, Mme Massouka et ses collaborateurs se permettent de prendre l'armée, aller délocaliser les trésors, qui constituent aujourd'hui un danger pour une entreprise privée au niveau de Lualaba. Mais vous imaginez les conséquences qui vont en découler après-demain? Parce que ces gens-là ne savent plus à quel sens se vouer. Christophe, je voudrais ajouter un autre élément avec ce gouvernement d'exclusion qui a vu naissance dans la province de Lualaba. C'est également un gouvernement qui n'a pas respecté la géopolitique. Qu'est-ce qu'il y a eu après ce sortie de gouvernement? Il y a eu je vais quand même vous dire qu'il y a eu des manifestations dans cette province. De soutien, des creuseurs. Des mécontentements. Il y a eu des partis politiques qui ont déposé même les mémorandums. À part ABD, lequel? Et, vous avez également INAFEC, qui a même barricadé des routes. Ça, on ne vous le dit pas ici. Il y a eu dépôt des mémorandums à l'Assemblée provinciale. Il y a barricade de routes vers 5 ans par un autre parti politique. Il y a eu
des mémos, des communautés. Je vous l'ai dit dans ce gouvernement. On a mis de côté d'autres communautés qui ne se retrouvent pas. Or, même ici à Kinshasa, quand vous faites votre... quand Sama fait son gouvernement, il tient compte de la géopolitique. Et chaque province doit être représentée. Le même modèle est calqué dans nos provinces. Mais quand vous arrivez dans la province du là-bas, vous allez voir que d'autres communautés ont été écartées. Notamment les Luba, les Lunda. On les a écartés, ils ne sont pas là. Je parle dans l'équipe gouvernementale. Donc, parmi les 10 ministres, ils ne sont pas là. Or, quand vous faites votre gouvernement, vous devez tenir compte de tout cela. Et dans ce gouvernement du là-bas, il n'y en a pas. Parmi les 10 ministres, il n'y a pas les Luba, il n'y a pas les Lunda. Il y a les commissaires. Est-ce que les commissaires sont des ministres? Ce sont des techniciens. Ce sont des techniciens. Quand vous lisez la composition du gouvernement dans nos provinces, la loi dit qu'il n'y a que 10 ministres. C'est ça les membres du gouvernement. Il n'y a que 10 ministres. C'est pourquoi dans cette partie de la province et de la République, il y a eu des mécontentements. Ça, c'est une dimension que je voudrais également ressortir dans cet élément. Donc, vous sentez que le gouvernement d'exclusion qu'il y a eu aujourd'hui là-bas ne tient pas compte de tout ça. Et les gens sont mécontents. Les gens sont mécontents. Ben vient d'évoquer quelque chose de très important. C'est vrai que dans cette partie de la province, il y a plus de créateurs et tout ça. Mais quand ils font irruption dans l'entreprise KCC, où était le président de la République récemment, il a créé même une société chimique, je crois. Quand les créateurs font irruption, ils ravissent même les clés des contacts des engins aux opérateurs sur place. Si vous ne pouvez pas venir travailler, là, les créateurs travaillent à côté des machines. Ils sont là, empêchant cette entreprise, d'ailleurs, qui donne régulièrement beaucoup d'argent, que Mme Fifi paye à Sinumine, qui est Invest Congo. Mais cette entreprise n'est pas protégée. Voilà là où nous amènent les dangers. Les dangers n'est pas seulement au niveau des communautés, mais les dangers, il est également social. Parce que quand ce créateur-là, ils vont aller là-bas et qu'on va encore les chasser, ils vont aller où? Ils vont se déverser où? Dans nos riz à Colosie. C'est un danger. Quand vous dirigez une entité, vous devez tenir compte de tous ces éléments. Et même quand vous constituez votre équipe, vous devez tenir compte de tout cela. Ça ne suffit pas de dire aux gens merci. Ça ne suffit pas de dire aux gens merci tout simplement et puis ça s'arrête là-bas. Donc il y a un danger très permanent dans la province du là-bas. Et si on n'y tire pas attention, on risque de récolter des résultats qui ne sont pas très bons. Très bons. Je reviens quand même sur l'histoire. Je crois personnellement par rapport à ce gouvernement. Cette mauvaise jurisprudence qui est en train de s'installer aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous l'avons démontré. Mais je pense aussi, je n'ai pas encore cessé de croire. C'est vrai que ça fait mal aujourd'hui d'assister à ces débats où les gens donnent leur point de vue pour plaire à tel ou à tel X parce qu'on leur paye des billets, ils viennent ici et puis ils disent des choses qui ne sont pas très correctes sans tenir compte de ces gens qui nous suivent. Parce que quand nous disons des choses, sachez aussi qu'il y a les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc, si nous venons pour laver, au moins c'est de la honte. Je vous dis, on n'allait pas faire ce débat. Il y a eu dans cette province, et dans cette république, un vice-gouverneur qui a fait la même chose, et on a tout de suite suspendu la chose. Le gouvernement, il a été suspendu. Mais pourquoi là-bas on reste calme? Je pointe le doigt sur calme, je ne sais pas, complice ou pas, ou bien par rapport au manque de temps. Pourquoi dans d'autres provinces on suspend la chose, et qu'on là-bas, aujourd'hui, il y a une dizaine de jours, on laisse couler? Je donne encore le crédit des autres, comme je le disais tout à l'heure, que c'est peut-être que le ministre a suffisamment d'autres choses. Le dernier mot, parce que quand vous dirigez, il y a l'urgence. C'est un peu ça. Le dernier mot à Ben Akili. Le plus malheureux dans cette situation, en tout cas dans ces discussions, c'est la population qui se retrouve au milieu. La population qui espère beaucoup parce que souvent, la population, heureusement ou malheureusement, ne suit que les mots d'ordre des politiciens. On l'accuse souvent d'être fragile, d'être instrumentalisé et ceci, cela. Est-ce qu'il est possible de mettre de côté tous ces mécontentements, tous ces, ces provocations, voilà, on s'entre dedans et on n'en finit jamais. Est-ce que c'est possible que pour ce temps qui reste, on va dire pratiquement une année pour le mandat, le ticket Masuka Mouyej, est-il possible de mettre de côté toute cette situation
pour le bonheur de la population qui est assise sur une des parties les plus riches, les plus prolifiques de la République. Je crois que la personne qui devrait jouer au sapeur-pompier, c'est Mme Masuka. Nous l'avions dit. Elle a juste raté l'occasion de pouvoir se démarquer au vu de tout le monde que je suis capable à maîtriser, en tout cas, les tensions. Mais elle en a créé plusieurs, en cherchant à écarter les autres pour régner. En tout cas, la situation, elle est loin d'être résolue. Parce qu'au niveau du Lualaba des mécontentements, je ne pense pas que les gens qui ont vu Mme Masuka cherchant à nuire ses propres frères, ça c'est vraiment un péché, et on peut dire, pour ne pas aller si loin, impardonnable. Aujourd'hui, je me dis, est-ce que Kinshasa ne voit pas toutes ces choses? Parce que madame, quand elle pose tout acte, elle le dit toujours que je l'ai fait au nom du président de la République. Je l'ai fait au nom du président. Même s'il faut délocaliser les 13 heures, c'est au nom du président de la République. Punir la population, c'est toujours au nom du président de la République. Je me demande où est-ce que nous allons. 18 mois après, qu'est-ce que le Lualaba connaît en ce qui concerne bien sûr les avancées significatives? Rien du tout. Si ce ne sont que des problèmes, ça nous fait de la honte. C'est de la honte de constater que dans cette République où nous avions placé confiance en une femme qui pouvait mieux assumer les affaires courantes, mais on se retrouve devant quelqu'un qui a su réussir pour mettre de côté des gens capables pouvant l'aider à mieux assumer ses affaires courantes. Et aujourd'hui, nous interpellons. Parce que quand nous venons ici, même quand les gens crient que nous avons besoin de chercher un débat contradictoire, de faire ceci, faire cela, mais non. Quand on démontre qu'il y a tel montant qui est sorti, parce que même la fameuse autoroute, il y a plus de 19 millions de dollars qui sont sortis. Le travail sur terrain, rien du tout, allez-y. Et vous allez croire que ce que nous disons ici, c'est de la vérité. C'est ce que les amis manquent à dire. Et ils ne veulent pas qu'on le dise. La preuve en est qu'à chaque fois quand nous passons, ce sont des appels. Mais coup de chapeau quand même à Jean-Marie Kassamba, qui nous laisse toujours parce qu'il prouve en tout cas son professionnalisme. Parce que les appels, les gens sont agités pour que nous ne puissions pas passer. Mais quand on vient établir la vérité, ça fait mal dans l'autre cas. Mais on doit continuer à mentir la population jusqu'au où. Je voudrais quand même terminer, Christopher, avec cette histoire qui fait mal. Instaurer un régime de dictature au niveau de Lualaba, d'intimidation. Il y a un pasteur qui a été arrêté, pasteur Moulapo, qui est un cadre du PPRD. Arrêté, menotté, acheminé à Kinshasa, sans pour autant avertir sa famille. Mais aujourd'hui, je crois, il passe dans les bureaux de l'ANR, ça fait presque plus de 2 mois qu'il est là, il n'a jamais été présenté devant son juge naturel. Et pourtant, je me rappelle, à l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il a dit, son combat était du Qu'est-ce qu'il lui est reproché, pour terminer rapidement Non, mais chaque politique a droit d'émettre son point de vue. Il est pasteur ou il est politique? Non, mais est-ce qu'il est interdit aux pasteurs de faire de la politique? Parce que quand vous ne vous intéressez pas à la politique elle-même va s'intéresser à vous. Tout ce que nous faisons, c'est de la politique. Alors, la politique, elle est partout. Merci, Ben. Donc, nous demandons ici à ce que les discours qu'avait tenus le chef de l'État, que cela puisse être respecté. C'est lui d'humaniser l'ANR. Parce que l'ANR ne doit pas être aujourd'hui un service qui arrête et qui garde les gens, sans pour autant les présenter devant leur juge. Merci naturel. Ben, merci Henri pour cette intervention, encore aujourd'hui. Mais Christopher, je voudrais juste 30 secondes. Pour dire au président de la République, parce que c'est de notre devoir de le rappeler, qu'une mauvaise campagne est en train d'être installée au Lualaba contre lui, par cette manière de faire les choses. Vous avez tous les députés, Trésor Tchukambi qui est un député populaire à Diloulou, vous les mettez de côté, et maillot jaune, les mieux élus de la province du Lualaba. Ils veulent intégrer, on les... Vous avez Jean-Marie Tijaïna, qui est un député populaire dans la province du Lualaba, vous les mettez de côté. Vous avez Richard Miege Manguez-Mans, qui est mieux aimé, un député dans cette province. Vous les mettez de côté.
Vous avez Louise Moulechi, qui est député, vous les mettez de côté. Vous avez Kakwata, qui est un député, qui est également au gouvernement, vous les mettez de côté. Tout ce monde-là a de la masse derrière, monsieur le président de la République. Et 2023 approche à grands pas. Est-ce réellement vos collaborateurs sont en train de travailler dans le sens de vous amener l'électorat ou de l'éloigner? Parce que quand vous mettez tout ce monde-là à côté, ce monde-là qui a une masse derrière, ça veut dire quoi? On éloigne l'électorat du chef de l'État. Et à l'approche des élections, il y a toujours des alliances qui se nouent un peu partout. Et les gens qui sont dessus, monsieur le chef de l'État, est-ce que réellement, il est ici important de relever cette question pour qu'à l'approche du chef de l'État, il regarde, parce qu'il est quand même le bon, il est le garant des institutions de la République démocratique du Congo. Et c'est important aujourd'hui, Christopher, pour que les gens comprennent qu'on là-bas, on ne peut pas. Ces gens-là sont des gens qui sont bien élus, ils ont de la masse derrière. Quand vous les mettez de côté, ça veut dire quoi? Merci Henri. Merci Henri, merci Ben pour cette intervention. On a un peu eu vos avis, vos impressions par rapport à ce gouvernement provincial qui vient de sortir. J'espère que les téléspectateurs ont été attentifs et ont suivi du début à la fin. Chacun s'est fait sa petite idée. Il n'y a pas de paroles d'évangile, sans doute, mais il y a les faits, il y a les preuves que l'on déploie de l'un et de l'autre côté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, ce spécial Grand Plateau. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps.